Chers amis du rendez-vous, notre invitée dans le cadre de cette série d'émissions spéciales consacrée à la célébration de la journée de la femme nigérienne est Madame Nafi Sato Ide. Elle est fondatrice de l'ONG FAD, c'est une figure emblématique de la promotion des droits des femmes au Niger. Madame Nafi Sato, bonsoir. Bonsoir. Soyez les bienvenus sur le rendez-vous. D'entrée de jeu, j'ai envie de vous poser une question qui peut-être vous rappellera des années de lutte et qui va vous permettre de remonter le temps. Je voudrais savoir quel est le déclic, l'événement majeur qui vous a poussé à vous engager pour les droits des femmes et à créer l'ONG FAD. Je dirais une prise de conscience très tôt. Euh, Très tôt, on a observé également euh, l'injustice, l'injustice vécue par des femmes. J'ai connu des femmes très fortes, des femmes intelligentes, que ce soit dans mon milieu, mais également dans ma famille, qui ont vécu des inégalités, qui ont vécu également de l'injustice, ce qui a fait que nous avons essayé de transformer l'indignation en action concrète. Créer FAD, pour nous, ça a été comme apporter un soutien, apporter une solution, euh, surtout aux conditions de vie des femmes et des jeunes filles. On a été dans beaucoup de localités, on a vu dans quelles conditions vivent les femmes. L'éducation, en ce temps, était une grande préoccupation. Le droit à l'éducation. Le droit à l'éducation. Avant, on parlait de promotion de la scolarisation des filles. Ça veut dire qu'en ce temps, inscrire même une jeune fille à l'école, c'est un problème. Même si aujourd'hui, on parle de maintien, plus de maintien qu'avant. Donc, FAD est créé et l'objectif, c'est vraiment d'agir au niveau des normes sociales, au niveau également des politiques publiques, mais également au niveau des espaces de décision. Notre engagement, c'est vraiment faire en sorte que tout ce qui est question des droits des femmes, que ça soit discuté par les femmes elles-mêmes. Qu'on puisse également trouver des solutions aux différents maux dans lesquels ou rencontrés par les femmes, que ce soit en milieu rural ou en milieu urbain. Aujourd'hui, au Niger, il y a beaucoup de pesanteurs socioculturels sur les questions en lien avec les droits des femmes. Donc, quand on se positionne sur ce genre de sujets, je me dis que naturellement, parfois, on prend des coups. Concrètement, quels sont les sacrifices et les défis que vous avez rencontrés en décidant de vous positionner en tant que défenseuse des droits des femmes dans une société très conservatrice comme la nôtre? Merci beaucoup. L'engagement des droits des femmes, je pense que ça demande d'abord une résilience. Une résilience parce que nous sommes dans un contexte très difficile. Vous avez parlé des normes sociales. Aujourd'hui, l'Afrique, dans sa globalité, et particulièrement quand on prend le cas du Niger, nous sommes très attachés à nos coutumes, à nos traditions, ce qui fait que le changement de comportement et de mentalité prend du temps à évoluer. Donc, il y a eu énormément de sacrifices, que ça soit au niveau institutionnel, que ça soit au niveau financier, au niveau même familial. On décide souvent de fermer les yeux par rapport à certaines choses. On prend des coups, souvent même nos discours sont mal perçus. Souvent également, la cible même pour laquelle nous nous battons Oui, a du mal à comprendre pourquoi nous menons exactement. cette lutte. Souvent, c'est elle-même qui se transforme souvent en ennemi ou en obstacle dans le cadre de notre Est-ce que combat. cela pose les limites de la solidarité féminine? Parce que parfois, on dit que la solidarité féminine, elle n'existe pas en tant que telle, que même les femmes qui militent pour les droits des femmes, généralement, elles sont très peu soutenues par les femmes. On peut parler de la solidarité féminine. Peut-être que c'est ça qui représente peut-être la limite ou les limites du Oui. combat que nous menons.
parce qu'en réalité, les femmes, ont du mal à se soutenir, surtout quand elles arrivent à un niveau de responsabilité élevé. Même les femmes qui ont pu à les soutenir souvent, c'est eux leur première cible, de combat. Donc moi, je dirais que, vraiment les défis sont énormes. Au niveau national, au niveau international, aujourd'hui, le Niger a ratifié plusieurs arsenals juridiques, plusieurs textes qui protègent la femme, qui protègent l'éducation, qui protègent le droit à l'éducation, qui protègent les enfants, etc. Mais souvent, quand on regarde la mise en application, ça pose problème. Ça pose problème. Donc, à tous les niveaux, il y a des obstacles, à tous les niveaux, il y a des défis. Aujourd'hui, à titre personnel, vous, est-ce que le fait de défendre les femmes, de vous positionner, de vous autoproclamer sur cette position-là, est-ce que ça vous a, à un moment donné, valu le statut d'infréquentable? Peut-être vous avez perdu des amitiés, vous avez perdu des personnes à qui vous tenez. C'est Ah, un choix. oui, Ce travail, quand tu le portes avec conviction, c'est normal à un certain moment que tu arrives à faire un choix. Un choix, d'amis avec qui tu peux faire un parcours. Parce que là, tu regardes, qui partage les mêmes convictions que toi, qui ne va pas te mettre en retard, sur ton chemin et qui peut te soutenir, dans le travail que tu fais. Au niveau familial également, on est obligé de faire un choix. tout à fait. On est obligé de faire un choix parce que souvent, pour, amener les gens à comprendre le combat, heu, il faut peut-être changer de discours, et l'adapter, à un discours beaucoup plus, appréciable, pour que les gens ne te voient pas peut-être comme, une personne, civilisée, hein, Exactement. qui a Il y a voyagé, qui cette a fait étiquette des aussi. voilà. Alors que nous, toute notre carrière, on l'a fait ici dans les écoles, comment dirais-je, publiques. Vous êtes le Heu, produit de cette communauté, de tout ses à fait, valeurs, de tout ce qu'elle tout incarne. à fait. Et quand on regarde au sein de nos communautés, au sein de nos familles, il y a pas une famille qui n'a pas vécu ou bien une femme qui n'a pas vécu, d'injustice ou d'inégalité. Dans ma famille, je l'ai vu. Dans ma famille, je l'ai vécu et c'est peut-être ça qui m'a poussée même, à créer l'organisation pour que les personnes ou les femmes, auxquelles je tiens énormément arrivent à trouver justice dans le travail que je mène. Aujourd'hui, vous avez plusieurs années d'expérience, vous avez voyagé à l'intérieur du pays, vous avez fait des missions dans des grandes villes, vous avez rencontré des femmes urbaines comme des femmes rurales. Est-ce qu'il y a une histoire particulière que vous aimeriez partager avec nous sur ce plateau? Les 17 ans d'existence de FAD, on a des centaines d'histoires à partager. Peut-être celle qui m'a beaucoup plus marquée, c'est lorsqu'on est parti, pour, sensibiliser les jeunes filles, en milieu scolaire. On a porté, le projet de loi portant protection de la jeune fille en cours de scolarité et dans le cadre de la mise en œuvre d'un projet, on a fait la vulgarisation de ce projet de loi. On a influencé vraiment, les acteurs, pour pouvoir, voter ce projet de loi. Oui. Dans les sensibilisations en milieu scolaire, on était parti, dans un village à Maradi et lorsqu'on a sensibilisé les jeunes filles, on les a formées sur leurs droits. Elles étaient sorties en criant dans la cour de l'école Elles ont eu un pour dire déclic. oui, pour dire: «Oui, aujourd'hui, je connais mes droits. Oui, aujourd'hui, je sais que j'ai droit à l'éducation, ce que je ne savais pas avant». Pour vous dire que, en réalité, chaque action que nous menons, heu, a eu des résultats, a eu un sens dans la vie non seulement des communautés, mais également dans la cible même, qui porte, tous les efforts que nous menons. Les jeunes filles aujourd'hui, si vous les regardez,
les conditions dans lesquelles elles sont en train d'étudier, c'est des conditions très difficiles. Tout à fait. Avant, nous avons, cette capacité de résilience et cette capacité de surmonter certains défis parce que, on ne connaît pas, heu, tout ce qui existe aujourd'hui. Les voies et recours, les jeunes filles n'avaient pas ça, ils ne connaissaient pas ça. Les femmes, si elles sont violentées, elles ne savent pas vers qui aller, où aller. Où aller? Elles ne savent pas à qui Pour faire avoir recours. voilà. Donc les voies et recours sont, méconnaissants Mmh. en ce temps. Donc il fallait conscientiser les jeunes filles pour qu'elles arrivent à prendre conscience de leurs droits et de leurs, devoirs également en tant que jeunes filles. Donc depuis lors, les jeunes filles se sont regroupées et c'est des groupes qu'elles forment dans la communauté pour pouvoir sensibiliser leurs pairs. Et elles sont devenues des modèles aujourd'hui. Elles sont devenues des modèles, même si on a été interpellé une fois par les chefs d'établissement qui pensent que nous sommes en train de révolter les filles. Effectivement. Alors que nous, on ne cherche pas à les révolter, on cherche à leur donner ou à imposer une place dans la société pour qu'elles arrivent à poursuivre leur scolarité dans de très bonnes conditions. Aujourd'hui, dans la lutte des droits des femmes, il y a un phénomène qu'on constate, c'est que les activités sont plus dirigées envers les filles qu'envers les hommes. Vous ne pensez pas qu'il faut aussi impliquer les hommes, les sensibiliser pour qu'ils soient des véritables acteurs, plutôt que de centrer peut-être toutes les activités sur les femmes? Je pense que ça commence à changer. Ça commence à changer parce que, heu, en évoluant, on a constaté que oui, nous sommes en train de mettre beaucoup plus l'accent sur les femmes et sur les jeunes filles pour qu'elles arrivent à prendre conscience, pour qu'elles arrivent à s'imposer, à grandir avec, un niveau de leadership beaucoup plus élevé et appréciable. Mais on a constaté également, qu'on est en train de mettre une barrière, Exactement. et l'écart aujourd'hui, entre les hommes et les femmes, si on ne le rattrape pas, ça va être très compliqué et ça peut compromettre tous les résultats que nous avons aujourd'hui. C'est Exactement. pour ça que maintenant, de plus en plus, on parle de promotion de la masculinité positive. Parce qu'on a constaté également que, une femme, quand elle réussit, c'est parce qu'elle a eu un homme qui Oui, l'a soutenue. exactement. Il y a eu un Un père homme, derrière. un père qui a soutenu sa scolarité. Et aujourd'hui, les hommes, avec l'école des maris, dans les villages, les hommes sont en train de comprendre. Donc, on a fait plusieurs sensibilisations, même dans les villages, à travers des fadas ambulantes, où on discute avec les ménages pour que les parents comprennent que euh, les rôles et les responsabilités doivent être similaires, Exactement. pas partagés différemment, parce qu'au moment où on voit la jeune fille faire les tâches ménagères, c'est en ce moment on voit le jeune garçon en train de prendre ses cours ou bien jouer au foot. Aujourd'hui, tout ça là est Et révolu. révolu. Les garçons s'impliquent Tout aussi, à ils fait, assistent les familles. tout à fait. Et on regarde en milieu scolaire aujourd'hui dans les écoles, c'est les garçons qui effacent le tableau. Et ce sont les filles qui font les balayages, Ça peut etc. sembler anodin, mais c'est symbolique quand C'est même. symbolique, mais aujourd'hui, tout change. Tout est Oui, en train de changer. On constate le changement. De la même manière qu'on donne certains rôles aux jeunes filles, et ces mêmes rôles également sont attribués aux jeunes garçons. Et c'est comme ça qu'on est en train de chercher une collaboration, une complémentarité exactement. entre les filles et les garçons pour que cette prise de conscience soit portée par les deux. Et que les jeunes garçons également comprennent que la femme, c'est quelque chose de précieux. On ne doit pas taper la On femme, ne doit on ne pas doit pas violer, maltraiter on ne la doit pas femme. maltraiter la femme. Souvent, c'est difficile quand les enfants constatent que ça se passe avec leurs parents. Donc nous, à notre niveau, quand ils arrivent dans des espaces de discussion ou bien à l'école, on essaye de les conscientiser parce que l'erreur que tes parents ont commis sur certains plans, il faut que la jeune génération arrive à comprendre, à savoir même que ça, c'est une erreur.
que Exactement. mes parents sont en train de commettre, donc je ne suis pas obligée de suivre le même chemin. Exactement. Aujourd'hui, quand vous faites un regard sur la situation, nous sommes en 2026. Il existe beaucoup d'organisations qui défendent les droits des femmes au Niger. Il y a eu beaucoup de réformes. Il y a eu beaucoup de réformes pour avantager les droits des femmes, mais il y a aussi beaucoup de défis qui restent. Mais d'après votre analyse personnelle, est-ce que le Niger avance réellement en termes de promotion des droits des femmes? Le Niger avance véritablement. Ça, il faut être honnête, pour le dire et pour le confirmer. Et je suis très, très satisfaite, du travail de l'ONG FAD, durant ces 17 ans d'existence. Il y a 17 ans de cela, le Niger n'a pas connu toutes ces avancées. Aujourd'hui, les questions de leadership, les questions d'éducation, de participation politique des femmes, heu, les politiques publiques sont davantage, discutées qu'avant. On regarde aujourd'hui les chiffres, ce ne sont pas les mêmes. Il y avait une très grande résistance, même dans le combat des droits des femmes. Qui peut porter, qui peut avoir ce courage de porter, cette mission? C'est très difficile de le Effectivement, constater. c'est Ce très sont nos aînés, nos mamans, nos grands-mamans, qui se sont battus, dans les années 91 pour, imposer, une représentativité des droits des des femmes. droits des femmes. Le déclic était parti à ce moment, même si il y avait du mal à faire avancer les choses. Mais chemin faisant, je pense qu'il y a eu beaucoup plus, d'adhésion, à la cause et beaucoup plus de femmes, surtout, hein, de jeunes filles, heu, qui se lancent dans le combat et on constate le changement aujourd'hui. Aujourd'hui, l'un des défis auxquels le Niger est confronté, c'est vraiment le mariage d'enfants. D'après les dernières statistiques, trois quarts des filles se marient avant l'âge de 18 ans et le mariage d'enfants, il a beaucoup de conséquences, que ce soit sur le plan sanitaire, avec des maladies comme la fistule, mais aussi sur le plan scolaire, parce que c'est le premier facteur d'abondance scolaire. Aujourd'hui, quel regard portez-vous sur ce phénomène-là? Et d'après vous, comment est-ce qu'on peut évoluer les mentalités par rapport à cela? Même le mariage d'enfants, il y a quelques années de cela, c'est beaucoup c'est dans plusieurs régions, que le taux est élevé. Aujourd'hui, c'est très compliqué pour une jeune fille, d'évoluer et d'avoir le courage de poursuivre ses études. Et les véritables défis que nous avons dans le mariage d'enfants, souvent, c'est les jeunes filles même qui ont envie de se Qui marier, ont envie de se marier. qui ont Mais envie ça de se aussi, c'est parce marier. que c'est la société qui a façonné les jeunes Tout filles à fait. à attendre le mariage. Parce on leur apprend très tôt que leur valeur ne se définit que dans un foyer. Dans Donc, un on ne peut foyer, pas tout leur en à vouloir fait. et cela après. Tout à fait. Mais il faut comprendre également que, il y a eu quand même une communication qui n'a pas favorisé cette transformation des normes. Parce que souvent, quand on parle de genre, par exemple, les gens pensent que, le genre, c'est un mot qui nous vient d'ailleurs, Exactement. alors que le genre n'est rien d'autre que, les rôles et les attributions qu'on donne, à une personne dans la société. Tu vois? Que ça soit fille ou garçon, je pense que les gens doivent comprendre que ils ont tous une place dans la société et c'est à eux de décider de leur avenir, de ce qu'ils veulent faire de leur avenir. Si la jeune fille aujourd'hui décide de se marier, c'est son choix. Quand elle va se marier, elle va se casser la tête, elle va comprendre que oui, si j'ai fait un mauvais choix, peut-être essayer de réparer. C'est à ce moment que nous, peut-être en tant qu'organisation, on peut essayer d'intervenir, de faciliter leur réinsertion socio-professionnelle, Merci. pour que ça soit pris en compte également dans le processus de mariage précoce. Parce que beaucoup de jeunes filles aujourd'hui se marient et abandonnées après. Tout à fait. Et après, elles n'ont plus goût
d'aller à l'école, de Aller à poursuivre l'école. leurs études. Et l'autonomisation est peut-être seule issue qu'on peut avoir pour ces genres de filles qui sont dans des situations comme ça. Comment faire en sorte qu'on les réinsère de façon socio-professionnelle pour qu'elles arrivent, pour qu'on arrive à réduire leur vulnérabilité dans la société. Présentement, vous êtes en train de battre campagne pour intégrer le comité des Nations Unies pour l'élimination des discriminations à l'égard des femmes. Pourquoi vous avez choisi de candidater et surtout, si vous intégrez ce comité, qu'est-ce que ça va apporter au Niger en termes de promotion des droits des femmes, en termes de résultats? Ma candidature euh, au niveau du comité de CEDEF, je pense que c'est lié à plusieurs convictions. Aujourd'hui, quand on regarde le parcours de FAD, on voit énormément d'actions, on voit énormément de résultats, on voit énormément d'impact. Là où on n'a pas imaginé qu'on a eu d'impact, aujourd'hui, on est en train de le constater. Dans les années 2010-2015, on a fait dans toutes les régions la vulgarisation de la CEDEF. C'est une charte internationale des droits des femmes. OK, On l'a vulgarisée dans toutes les régions, mais on n'a pas eu aussi d'impact que maintenant, maintenant que je porte la candidature. exactement. Partout aujourd'hui, on parle de CEDEF. Sur les réseaux Sur sociaux. les réseaux sociaux, partout, même au village, les femmes que nous avons, qu'on a soutenues, sont en train d'envoyer des affiches pour parler de CEDEF. Donc, on est en train non seulement de faire la vulgarisation de la CEDEF, et nos convictions, c'est d'abord aujourd'hui en Afrique et particulièrement au Sahel, nous sommes confrontés à des contextes très particuliers. Euh, Aujourd'hui, euh, les femmes ont du mal à avoir une place dans les instances de prise de De décision décision. quand on prend sur le plan de paix et sécurité aujourd'hui. Nous sommes les plus touchés, mais nous sommes moins représentés, là où les grandes décisions doivent se prendre. Exactement. Donc, c'est une façon aujourd'hui d'avoir notre place au niveau, dans les instances, dans des espaces internationaux. Et pour vous, c'est la suite logique de plusieurs années de Tout combat, hein? à C'est fait. l'aboutissement Et c'est de rare tout. aujourd'hui quand on regarde tous les profils dans le comité de CEDEF qui peuvent un peu mixer avec le terrain. Donc, l'expérience aujourd'hui euh, peut être quelque chose qui peut être avantageux Un parce atout qu'un considérable. atout considérable, parce que tout simplement, c'est nos réalités qu'on va porter. On va non seulement parler de nos vécus, de nos réalités, des solutions que nous sommes en train d'apporter au niveau local pour que les gens comprennent que le combat des droits des femmes, c'est un combat d'abord contextuel, mais c'est un combat également porté par les personnes les plus touchées pour qui nous sommes en train de mener ce combat, qui sont les femmes et les enfants. Et l'autre avantage que ça peut apporter pour le Niger, c'est la visibilité diplomatique aujourd'hui. Exactement. Avoir une Nigérienne dans le comité, je pense que ça va beaucoup plus parler et en termes de représentativité diplomatique pour le Niger. C'est un poste vraiment euh, international International. et on aura à examiner les conventions de plusieurs pays du monde. Tous les pays qui ont ratifié la CEDEF, je pense qu'ils seront examinés par le comité. Donc, voilà un peu les avantages que ça peut apporter. Et c'est la voix des femmes sahéliennes Qui euh, sera qui seront valorisées valorisé, à ce niveau, représenté. représentées. Merci. En tout cas, nous vous souhaitons bonne chance pour cette candidature. Bonne chance à nous tous. Avant qu'on termine cette émission, j'ai envie que vous fixiez cette caméra et que vous adressez un message à une jeune fille qui aspire à être leader. Il y a énormément de jeunes filles aujourd'hui qui veulent devenir leaders.
qui veulent porter le combat des droits des femmes, mais elles ont du mal à s'adapter, à être résilientes. Je pense que c'est ça qu'il faut également. Les communautés, si on prend mon cas par exemple, Fad a 17 ans. Je dirais que les 15 ans que j'ai eu à faire dans Fad, je l'ai fait sur le terrain. Sur le terrain. Sur le terrain avec amour, avec conviction. Parce que dans tout combat que tu dois mener, il faut avoir une forte conviction d'abord. Ne vois pas ce que l'autre a fait qui a réussi. Vois d'abord ce que toi tu portes au fond de toi. Est-ce que tu partages la cause? Est-ce que tu épouses la cause? Est-ce que tu es prête à te sacrifier? Parce que tu ne vas pas que gagner. Exactement. Hein? L'intérêt que tu dois porter, ça doit être un intérêt public d'abord, un intérêt commun. À travers les 17 ans d'intervention de l'ONG FAD portée par le leadership de Madame Nafissatou Idé, on a découvert plusieurs années de parcours, un parcours riche en résilience, un parcours riche en combativité, mais surtout un parcours qui illustre un engagement déterminé au profit des personnes les plus vulnérables, dont les femmes. Merci à ceux qui ont suivi cet entretien et n'oubliez pas que la candidature pour intégrer le Comité des Nations Unies pour l'élimination des discriminations à l'égard des femmes va permettre au Niger de se positionner non seulement d'un point de vue diplomatique, mais aussi de nous faire représenter par les personnes qui connaissent nos réalités. Bonne réception.